Radio Exterior de España. L'émission en français. Confluence hispanique, une collaboration Casa de Velázquez, Radio Extérieure d'Espagne. Polygraphe. La modernisation, la police. Recueil écrit en prison. Relations diplomatiques. Confluence hispanique. Dans le champ de la citoyenneté. Gaiman Barbudo. Le mouvement autonome. Entre l'université et la société. Une collaboration Casa de Velázquez, Radio Extérieur d'Espagne. Que peuvent bien avoir les médiévistes pour vous mettre tout de suite à l'aise ? Est-ce la distance qu'ils prennent avec l'actualité, ou plutôt cette manière qu'ils ont de relativiser les événements du monde actuel ? Voilà un thème de recherche porteur. Qui est Adrienne Ami ? Adrienne Ami est une jeune chercheuse et professeure de latin. J'ai été formée effectivement de manière, disons, à l'école des classes préparatoires, c'est-à-dire une culture générale. Et si je m'intéresse au Moyen-Âge espagnol, c'est que je m'intéresse en fait à beaucoup de choses, parce que c'est la porte à un univers très, très large, puisque je me suis toujours intéressée dans mes recherches, que ce soit en master ou actuellement pour ma thèse de doctorat, aux personnages de polygraphes, d'encyclopédistes, c'est-à-dire au touche-à-tout. Donc j'ai travaillé sur Isidore de Séville, qui est une des stars espagnoles, disons, le patron d'Internet, qui a écrit sur beaucoup de matières. Et à présent, je m'intéresse à un franciscain de Zamora, qui s'appelle Juan Gil de Zamora, Jean-Gilles de Zamora, qui est également un encyclopédiste, qui a été en quelque sorte un étudiant Erasmus, puisque les franciscains à l'époque, ceux qui étaient brillants, pouvaient faire le tour de l'Europe et se formaient à droite à gauche. Et il a écrit sur toutes sortes de matières, aussi bien sur les poisons que sur la liturgie, l'histoire, etc. Voilà. Et donc ma formation m'a permis en fait de m'intéresser à cet auteur de la manière la plus générale possible, c'est-à-dire à la fois par ce qu'on appelle la paléographie, la codicologie, etc. Donc l'étude du matériau, du manuscrit lui-même, mais aussi donc la langue, puisqu'il écrit en latin, mais également tout ce qui est vernaculaire, c'est-à-dire le portugais, l'espagnol, etc. Puisque c'était à une époque où on écrivait dans plusieurs langues, où on s'exprimait évidemment dans la langue de l'endroit où on était. Voilà. Oui, on n'en était pas encore à la Bible polyglotte, mais ça, on l'annonçait déjà. Voilà. Alors, Juan Gil de Zamora a vécu à l'époque de Alfonso X de Castilla. Est-ce qu'on pourrait un peu situer Alfonso X de Castilla par rapport au contexte de l'époque ? Alors, qui régnait en France, la Méditerranée, ça comptait pas, on regardait vers le nord, on regardait vers l'est. Alors, Alphonse X, dit El Sabio, le sage, était donc contemporain de Juan Gil de Zamora, qui a été également contemporain de beaucoup de rois, comme Sanche IV. Alphonse X se voulait l'empereur, a voulu se déclarer empereur d'une bonne partie de l'Europe, de par sa naissance. Donc il regardait pas mal du côté du centre de l'Europe, du côté de l'actuelle Allemagne, disons. Mais également, il est connu pour avoir perpétué la tradition des écoles dites de Tolède, de traduction. Donc il s'intéressait à ce qu'on appelle généralement l'Espagne des trois cultures, c'est-à-dire les traductions de l'hébreu, de l'arabe, etc. Donc c'est un vaste melting pot, et disons que c'est de manière assez classique pour les rois, les souverains, de vouloir en fait faire comme une sorte de ce qu'on appelle la translatio imperii, c'est-à-dire une translation de l'ancien empire romain vers un nouveau centre qui, dans ce cas-là, serait Tolède, par exemple. Et donc se voir un peu comme un carrefour à la fois de la Méditerranée, mais de l'Europe, c'est-à-dire, disons, un centre qui se situerait dans l'actuelle Espagne, passant par l'actuelle France, également l'Allemagne. Voilà. Donc une sorte de déplacement du centre vers la cour. Déplacement du centre, mais de recréation
d'un empire. Voilà. Cette arrière-idée qu'il avait, peut-être qu'elle était beaucoup plus déclarée que je le pense, cette idée, mais qu'on note dans ce qu'a été son existence. Alors, Alfonso X el Sabio est quelqu'un qui est connu aussi, qui est connu peut-être surtout, d'ailleurs c'était pas très difficile puisque les rois qui l'avaient précédé au niveau culturel ne semblait pas très... Disons qu'Alphonse X était un roi très ambitieux à tous les points de vue. À tous les points de vue. Et donc il était aussi ambitieux sur le plan culturel. Il voulait peut-être cet empire, mais il le voulait aussi riche culturellement. Et on lui doit donc des écoles prestigieuses, on lui doit lui-même des textes d'une importance assez grande. Et alors, quelle a pu être la relation entre Juan Gil de Zamora, parce que ils n'ont pas fait simplement partager l'époque, ils se connaissaient. Alors, ils se connaissaient très certainement. Alors, Alphonse X, effectivement, est un touche-à-tout. Il a à la fois développé tout un corpus juridique, qu'on appelle les siete partidas, qui sont encore en partie en vigueur en Espagne. Il s'est également intéressé à tout ce qui est astrologie, histoire. Il a écrit une histoire générale d'Espagne. Et il est aussi extrêmement connu pour ses Cantigas de Santa Maria, dont Jordi Savall, par exemple, a proposé des versions magnifiques. Et Juan Gil de Zamora, donc notre fameux franciscain, a probablement été un ami proche d'Alphonse X. On lui a même souvent attribué une partie des œuvres ou l'inspiration des œuvres composées par Alphonse X ou par, disons, son secrétariat, pour le dire de manière moderne. Et également, il aurait été donc peut-être son secrétaire et peut-être aussi le précepteur d'un de ses fils, le futur Sanche IV, El Bravo, le violent. Voilà, donc effectivement, il est difficile. Je suis en train de travailler sur les possibles relations entre Juan Gil, qui a été le ministre général, le ministre de la province dit de Castille, du Portugal, de Santiago, et donc un haut poste religieux et également probablement un au poste politique, en tout cas des relations politiques importantes. Voilà. Des relations politiques, un franciscain. Ah, très probablement, oui. À l'époque, disons, c'est particulièrement visible dans la péninsule ibérique. Beaucoup de religieux, dominicains franciscains, qui sont en fait des ordres nouveaux à l'époque, disons, on en est à la 2e, 3e génération de leur émergence, ont souvent été les confesseurs des rois ou leurs conseillers. Leurs précepteurs, etc. Ça se vérifie également pour les rois français. Ce qui vous a intéressé du personnage, c'est quoi exactement? C'est sa proximité des centres du pouvoir, c'est son œuvre, disons, théologique, son œuvre littéraire. Vous avez tout dit. Non, ce qui m'intéressait dans ce personnage, c'était à la fois c'est quelqu'un d'inconnu, mais quelqu'un aussi d'extrêmement mythifié. C'est-à-dire qu'on lui attribue tout sans l'avoir jamais déchiffré. Ben, comme on ne le connaissait pas, on pouvait se permettre. Voilà, c'est une forme de prête-nom assez commode. Donc quelqu'un dont on sait qu'il a beaucoup écrit, quelqu'un dont on devine qu'il a été proche de gens importants, à la fois de personnages de l'Église, de personnages de son ordre franciscain, également donc de personnages du royaume dans lequel il évolue, probablement des royaumes voisins également. Et ce qui m'intéressait, c'est qu'il est connu pour avoir probablement composé ce qu'on a appelé plus tard les Egidios, de son nom, Egidio, Gilles,
un vaste ensemble qui aimerait compiler tous les savoirs existants, tout simplement. C'est-à-dire à la fois des savoirs médicaux, tous les savoirs scientifiques possibles de l'époque, donc les savoirs transmis par notamment les Arabes, l'œuvre d'Aristote, à une époque également extrêmement troublée théoriquement, oui, philosophiquement et théologiquement. Donc toutes les controverses sur Averroès. Donc c'est à peu près l'époque d'un Thomas d'Aquin, d'un Saint Bonaventure. À l'époque également où les universités se développent énormément. Donc le rapport entre les universités et la part que peut avoir l'Église et les différents ordres religieux. Lui est passé par... il a enseigné dans une université? Alors c'était probablement un premier de classe, donc il aurait pu... On prétend qu'il aurait été formé à Salamanque, donc dans le studium de Salamanque, probablement aussi à Zamora, et étant probablement également un des élèves les plus brillants, disons, les élèves franciscains les plus brillants, il aurait été envoyé à Paris, où il aurait constitué des amitiés solides de personnages haut placés, Raymond de Godefroy par exemple, qui a été ministre général des franciscains, extrêmement connu. Et ce qu'on peut noter notamment dans une partie de sa correspondance, il a probablement voyagé et enseigné à Toulouse. Peut-être qu'il est passé par Tours, on présume que l'Italie aussi, mais rien n'est prouvé. Alors, probablement, on présume, on pense que... Cela veut dire que, en fait, ce qu'on sait de ce personnage, Juan Gil de Zamora, est plutôt de l'ordre de la géographie d'une véritable biographie contrôlée, contrôlable, car je suppose que Adrienne est allée chercher dans les archives de l'université de Salamanque pour retrouver la trace. Alors, il y aurait peut-être de quoi procéder à un dossier de canonisation de notre auteur, Juan Gil de Zamora. Ça a même été tenté probablement au XVIIIe siècle. Je suis en train de regarder les traces. Mais tout cela, c'est pour dire légèrement. Effectivement, la matière est énorme puisque cet auteur a énormément écrit. Et pour cela, il faut aller chercher, disons, la matière première. Il faut aller creuser dans les archives de différents couvents, de cathédrales, des archives d'État. Je n'en suis pas encore aux archives privées. Et cet auteur, comme j'ai pu vous le dire, a énormément voyagé. C'est contraire peut-être à une idée conçue qu'on pourrait avoir. Il a beaucoup circulé en Europe. Donc, disons que ce qui a attiré mon attention, c'est que j'ai pu trouver... alors, je travaille particulièrement sur ses sermons, qui est une matière extrêmement fluide et qui circule énormément. Donc, j'en ai trouvé en Pologne, en République tchèque, divers en Angleterre, à Paris, et récemment au Portugal. Donc ça, c'est uniquement pour ses sermons. Et j'ai également dû me pencher sur des manuscrits de l'Escorial, de Salamanque, de Zamora, du Burgo de Osma, de Séville, etc. Donc effectivement, c'est une matière qu'il faut rassembler, qui est énorme, qu'il faut pouvoir déchiffrer, puisque ce sont des écritures très diverses selon les endroits, les moments du XIIIe, du XIVe, du XVe siècle où ça a pu être copié. Et donc tout cela est à transcrire, donc trouver, transcrire et ensuite traduire puisque c'est du latin. Voilà. Et ensuite pouvoir comparer les différentes versions qu'on peut avoir d'un même texte pour pouvoir ensuite en tirer des informations sur sa vie et sur son œuvre.